passer la parole maintenant à Florian Krieg pour la table ronde qui se suit. Merci beaucoup. Merci. Ah, donc vous avez compris, votez bien, votez CFP. Moi aussi, je me mets à la politique. Eh bien, quand on voit tous ces beaux films restaurés, on se dit que le syndicat fait une mission utile, déterminante et précieuse pour tout notre secteur. Et on se dit, Elia, s'il pouvait nous aider. Et bien, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec un panel de stars, un panel 5 étoiles. Je vous demanderai de bien venir, s'il vous plaît, sur la scène. Donc j'ai le plaisir, dans le désordre, d'accueillir Cécile Lacou, directrice des études, des statistiques et de la prospective du CNC. J'y suis arrivé. Juliette Prissard, déléguée générale d'Eurocinéma, qui va nous parler Europe et Yacht. C'est hyper important. Également Isabelle Meunier, qui est, alors là, j'ai pris ma fiche parce que sinon j'allais me tromper, responsable du service de négociation des contrats de production audiovisuelle au sein de la direction des affaires juridiques et des contrats audiovisuels de la SACD. Et enfin, last but not least, j'aurai le plaisir d'accueillir Benjamin Halimi, directeur du pôle classique de Iventi Transperfect Media. Baptiste Heinemann, délégué général de la CSD. Et Christophe Massy, directeur général délégué d'Éclair Présentation by Let'em. Merci à tous. Donc, dans le temps imparti, c'est-à-dire 1h30, on va essayer de couvrir un très très large scope de ce que l'IA peut apporter à la restauration, à la conservation et à la numérisation pour les films de patrimoine. Et en fait, là, vous voyez tout l'ensemble de la chaîne de la valeur et on voit que l'IA a d'ores et déjà un impact. Et ce que Cécile va nous montrer à travers une étude du CNC qui avait été présentée. Et Cécile, je crois que tu vas revenir également sur les spécificités liées au patrimoine. Alors, exactement. Donc, effectivement, nous avons lancé au CNC récemment un observatoire de l'IA, et dans le cadre duquel nous avons mené une première étude, un premier état des lieux sur les impacts de l'IA. Donc, c'est une étude qui a été confiée à Bearing Point et dont nous avons présenté donc, les principaux enseignements le 6 mars dernier lors d'une journée dédiée au CNC. Et d'ailleurs, la présentation est disponible sur le site si vous voulez avoir plus de détails. Donc, rapidement, ce que je vais vous montrer, c'est les points clés à en retenir et qui concernent aussi évidemment les cataloguistes. Et vous montrer quelques cas d'usage rapidement sur les films de patrimoine. Donc cette étude, si on passe à la slide suivante, il faut suivre. Donc cette étude a été menée, comme je disais, par Bearing Point, qui a fait un gros travail de recherche documentaire, a aussi interrogé une trentaine d'experts, et a identifié, en fait, l'objectif était d'identifier les cas d'usage tout au long de la filière, alors aussi bien sur les secteurs du cinéma, l'audiovisuel que du jeu vidéo. Et donc ils ont identifié une soixantaine de cas d'usage, et vous voyez que ces cas d'usage se retrouvent quasiment à chaque étape de la vie d'une œuvre. Un peu moins sur l'exploitation simple, il n'y a pas vraiment aujourd'hui d'utilisation de l'IA identifiée à date. Beaucoup plus évidemment sur les étapes plus techniques, plus numérisées comme la post-production, l'animation et autres, mais également sur tout ce qui est diffusion et gestion du catalogue qui vont vous concerner. Donc si on regarde les principaux enseignements de l'étude, comme je disais, les points clés sur déjà les bénéfices de l'IA, ils sont de l'ordre de 3. Je vais passer très brièvement là-dessus, mais c'est stimuler la créativité, notamment lutter contre la page blanche, générer des idées, mais aussi pouvoir décliner des concepts, décliner des images, aussi décliner des variantes. Donc ça permet beaucoup plus d'itération. Ça, dans la restauration notamment, ça peut être intéressant. Le deuxième bénéfice, c'est évidemment gagner en efficacité. Ça permet d'automatiser beaucoup de tâches répétitives, chronophages, et donc soit de faire des gains économiques, soit aussi de réallouer ce temps-là à des tâches ou des étapes à plus forte valeur ajoutée. Et puis également ouvrir de nouvelles possibilités, aller plus loin dans la qualité, aller plus loin d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue, faire des choses qu'on ne pouvait pas faire jusque-là pour des raisons économiques. Comme par exemple tout ce qui est Face Engine, par exemple de MacGuff, qui permet de rajeunir, vieillir des personnes à l'écran. Alors évidemment, il y a aujourd'hui un certain nombre de freins à l'adoption de l'IA qui restent à lever pour une adoption plus large de l'IA. Les premiers freins, ce sont les risques juridiques et éthiques, mais ça, je laisserai les autres intervenants en parler. Je pense que vous les connaissez, mais du coup, c'est véritablement des freins parce que les professionnels les ont bien en tête.
Quid du droit à l'image, de ces bases d'entraînement, aussi que peut-on utiliser lorsqu'on a des outputs, donc de ces logiciels d'IA, est-ce qu'on peut véritablement les utiliser, est-ce qu'on n'est pas en breach d'un droit à l'image, quelle est la confidentialité des données que l'on va mettre soi-même dans l'IA. Donc voilà, il y a un certain nombre de questions qui se posent ici. Il y a un deuxième enjeu, c'est aussi l'adéquation de ces outils à des usages professionnels. Ils ne sont pas tous au niveau attendu, au niveau des exigences des clients. Je pense que certains d'entre vous connaissent ça. Et puis, il y a un certain nombre de solutions d'IA générative, notamment, qui ont été créées pour un usage grand public à la base. Donc, pas adaptées à un usage professionnel. C'est par exemple toutes ces solutions de text-to-image aujourd'hui. Alors, ça risque de changer rapidement, mais c'est des images plates qui ne permettent pas d'avoir des calques modifiables, donc de retoucher l'image. Donc aujourd'hui, ça a quand même un certain nombre de limites. Pas pour tout, il y a des cas d'usage très avancés, mais d'autres qui le sont moins. Et puis, il y a une question de maturité aussi, évidemment, des professionnels vis-à-vis de l'intelligence artificielle, notamment générative. Et là, ça dépend aussi un petit peu de la sensibilité de chacun, de son appétence, de sa résistance individuelle face à l'innovation, et aussi pour les sociétés, de leur culture R&D, de leur capacité à mobiliser des ressources, du temps, pour s'approprier l'IA générative et l'appliquer. Et donc, ce que cette étude aussi permettait de poser, de regarder, c'était les impacts que l'IA, notamment l'IA générative, parce que l'IA, ça fait longtemps que ça existe dans la filière, vous le savez, mais c'est plutôt l'IA générative qui a un fort potentiel de disruption, de transformation de la filière. Donc, l'étude a permis de mettre à jour aussi ce qui va jouer et les facteurs qui vont influer sur l'emploi et sur les impacts sur l'emploi et la filière. Donc, sur l'emploi, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 4 facteurs qui entrent en ligne de compte. Déjà la maturité technologique des cas d'usage, j'en parlais juste avant. Tous les cas d'usage ne sont pas aujourd'hui complètement aboutis. La composante créative des métiers, évidemment, si on est sur des métiers beaucoup plus techniques, beaucoup plus numérisés, ils sont plus exposés par rapport à l'IA. Le niveau d'expertise, je parlais tout à l'heure d'automatisation des tâches, évidemment, c'est souvent des tâches plus d'exécution, donc souvent des profils juniors qui vont être les plus impactés par rapport à des profils plus experts ou par exemple à des profils qui vont faire de la gestion de projet. On imagine mal un réalisateur, un game designer être remplacé de suite par l'IA. Par contre, ça pose un certain nombre d'enjeux, évidemment, à la fois de formation et aussi d'accès des jeunes au marché du travail, qui est vraiment un enjeu à court-moyen terme qui est crucial. Donc l'accès des jeunes au marché du travail dans la mesure où ce sont les tâches qu'ils faisaient jusqu'à présent qui vont être les plus automatisées, et aussi leur formation et leur apprentissage du métier. Parce que pour bien utiliser ces logiciels d'IA, il faut savoir donner les bonnes instructions. Et pour donner les bonnes instructions, il faut connaître le métier. Et donc l'avoir fait aussi avant. Donc c'est tout un enjeu aussi de maintenir les savoir-faire artisanaux et de ne pas être dépendant de la technologie. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et puis le dernier point qui va influer évidemment sur le niveau d'impact sur les métiers, ça dépendra aussi des typologies de projets. Vous avez des projets qui sont plus industrialisés ou qui ont des contraintes économiques plus fortes. Par exemple, une série quotidienne où il y a un gros volume de prise de vue peut être plus affecté par l'IA, ou en tout cas il y a un intérêt plus fort à utiliser l'IA pour faire réduire les coûts et autres, beaucoup plus que sur une œuvre prototypale qui utilise peu de prise de vue, un cinéma d'auteur par exemple, ou avec une ambition artistique beaucoup plus forte, où là l'IA sera certainement plus un outil et aura moins d'impact sur l'emploi. Et puis au niveau des acteurs aussi, ce que va entraîner l'IA, ce que risque d'entraîner l'IA, c'est potentiellement une plus forte polarisation du secteur, parce que ce qu'on voit déjà aujourd'hui, c'est qu'on a quelques acteurs qui ont déjà, d'ailleurs, soit l'ont déjà fait, soit sont en train de le faire, déployer des outils d'IA propriétaires, parce qu'ils sont des sociétés suffisamment grandes, donc ils ont des catalogues suffisamment larges, par exemple, pour faire tourner des modèles d'IA sur leur catalogue, parce qu'ils ont aussi les capacités, les ressources pour mettre en place des modèles d'IA propriétaires. Je parlais tout à l'heure de MacGuff, avec Face Engine par exemple, mais aussi des producteurs qu'on a pu rencontrer qui ont déjà mis en place des outils d'IA chez eux pour pouvoir optimiser les plannings de tournage. Donc ça existe déjà pour certains. Vous avez également, à l'inverse, des acteurs beaucoup plus petits mais beaucoup plus agiles, des startups, soit qui existent déjà ou qui vont se lancer, qui utiliseront plutôt des outils d'IA qui sont en open access, donc en open source, peu coûteux, et qui vont savoir assez vite se les approprier et les utiliser. Et puis, une majorité de sociétés, d'entreprises qui, elles, vont suivre le mouvement, parce que l'IA, ça va concerner tout le monde, mais vont plutôt utiliser l'IA à partir du moment où l'IA sera intégrée dans des suites logicielles qu'ils utilisent déjà. Adobe qui intègre de l'IA, etc.
Et pour finir quand même sur ces principaux enseignements, un mot sur les possibilités que ça ouvre. Hein. L'IA, il y a des risques, mais il y a aussi des opportunités. Je vais passer rapidement, peut-être m'attarder plus sur ceux qui peuvent vous concerner. Évidemment, c'est une démocratisation encore plus de l'accès à la création avec les outils d'IA générative. Donc encore plus certainement de user-generated content à venir. Également, plus de diversité dans les projets, avec des projets qui ont davantage de création à destination de publics niches qui aujourd'hui n'avaient pas de rentabilité, qui demain pourront avoir une rentabilité parce que l'IA permet de faire des gains et de créer à moindre frais. Et également des projets d'une nouvelle envergure sans autocensure créative, notamment parce que, par exemple, les effets visuels seront plus accessibles. Et donc, il y aura moins d'autocensure aussi à ce niveau-là. Et puis, ce que j'ai entouré peut-être qui vous concerne davantage, c'est la plus large diffusion des œuvres à l'international. Et ça, c'est notamment grâce à tous les outils d'IA sur le sous-titrage, le doublage, etc., qui peuvent permettre d'envisager de doubler une œuvre pour un petit marché qui génère peu de revenus, mais avec cette fois-ci un business model qui tient la route. Et également, un autre avantage, une autre opportunité, c'est une plus grande visibilité des catalogues, et on va le voir juste après. Donc dans le cadre de cette étude, en fait, ce qu'a fait BearingPoint aussi, c'était d'identifier, donc comme je disais, tous les cas d'usage, et pour chaque cas d'usage, de faire une fiche un peu récapitulative, en identifiant notamment le degré de maturité technologique et l'impact pressenti sur l'emploi. Donc vous voyez ici, par exemple, évidemment, j'ai pris un cas qui vous concerne, la restauration. Je ne vais pas rentrer plus en détail parce que je pense que à nouveau on en parlera juste après sur les cas de restauration, mais juste pour vous donner un petit peu une idée, vous avez des outils, des suites logicielles de restauration qui existent de longue date, hein, comme, je ne sais pas si on dit diamant ou diamond en anglais. Diamant. Comme diamant, ça fait 2-3 ans qu'ils ont intégré l'IA, mais évidemment, il y a des avancées technologiques toujours plus fortes. Et donc là, ils ont un projet Deep Restore qui utilise des réseaux neuronaux qui permet d'aller encore plus loin en termes de performance, en termes de qualité, de mieux détecter aussi les poussières, les défauts, etc. Donc d'aller plus loin dans la restauration. Vous avez des solutions aussi comme Respeecher qui permettent d'améliorer l'audio. Et donc Respeecher, il va y avoir à la fois des algorithmes IA qui vont permettre par exemple d'isoler des dialogues, de permettre d'apporter plus de clarté à un dialogue, en supprimant peut-être d'autres bruits ambiants, ou qui peut aussi faire du clonage de voix. Donc quand vous avez des dialogues qui se sont dégradés, étouffés et autres, il y a des solutions aujourd'hui pour les retravailler. Et vous avez également un autre outil, par exemple, The Oldify, qui permet de coloriser des vieilles images. Donc voilà, donc c'est toujours des outils de plus en plus performants. Alors évidemment, le débat qui existe depuis des années, il est encore plus aiguisé aujourd'hui de savoir jusqu'où on va dans la restauration, hein, parce que l'IA peut apporter beaucoup plus de définitions, mais il y a aussi l'enjeu de rester fidèle évidemment à l'œuvre d'origine. Et donc, il y a toujours besoin, ça c'est important, d'un œil humain, bien sûr, sur la restauration pour s'en assurer, parce que c'est aussi une esthétique que l'outil d'IA ne va pas nécessairement lui reconnaître. Donc voilà, donc ça, il y a un certain nombre d'enjeux autour de ça, bien évidemment, mais il y a beaucoup de choses qui se font qui peuvent aider la restauration et qui peuvent permettre aussi de réduire les coûts de restauration. Autre cas aussi d'usage qui est un enjeu clé pour tout ce qui est catalogue, c'est évidemment les métadonnées, la création de métadonnées. Donc là-dessus, la technologie est déjà existante, mais pareil, elle évolue rapidement, elle est de plus en plus performante, et avec un potentiel d'automatisation fort, hein, puisqu'il y a un certain nombre de prestataires qui se proposent de fournir des métadonnées, et demain, les outils d'IA vous permettront de le faire. Certains existent déjà, encore une fois, Netflix l'utilise, avec des outils d'IA qui permettent d'extraire directement depuis l'œuvre les métadonnées, voire également permet d'identifier un certain nombre de qualificatifs pour l'œuvre, de critères et autres, donc d'aller plus loin dans la qualification des œuvres. Donc ça, c'est des choses qui existent déjà et qui se développent de plus en plus. Un groupe comme France Télévisions aussi a dans sa roadmap des projets d'extraction de métadonnées de leurs programmes à travers des outils d'IA, donc de manière automatisée. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui existent sur le sujet. Ce qui n'existe pas encore complètement, mais qui certainement va vite arriver, c'est le clipping et la revente d'extraits automatisés. Alors, on a des outils, des logiciels d'IA qui permettent de faire certaines choses, mais on n'a pas de logiciel aujourd'hui qui permet de gérer ça de bout en bout. C'est-à-dire qui permettrait à la fois donc automatiquement de faire des extraits depuis les œuvres, si vous voulez par exemple toutes les scènes de tel acteur ou sur telle thématique, etc.
et de les mettre à disposition, de gérer les droits, etc. Donc de vraiment tout gérer sur un même logiciel, mais un certain nombre d'outils qui permettent de faire certaines choses. MuseBridge pour tout ce qui est justement le référencement des catalogues par exemple. Donc voilà, donc il y a quelques outils qui existent, mais il n'y a pas un outil qui permettrait de faire du clipping automatisé aujourd'hui, mais il y a des réflexions autour de ça. Et ça, évidemment, demain, ça permet de mieux valoriser le catalogue, mieux l'exploiter également. Et puis, dernier cas d'usage, ce sont les algorithmes, et ça, je passe parce que je pense que vous connaissez tous ces algorithmes de recommandation. Ça fait, pareil, 10 ans que ça existe. Il y a des sociétés comme Speedeo qui font de la recommandation un petit peu plus éditoriale. Mais encore une fois, avec notamment l'IA générative, ça permet, et les LLM, ça permet d'ajouter une nouvelle couche de raisonnement à ces algorithmes de recommandation, de les rendre plus performants et plus intelligents, et d'avoir des recommandations plus personnalisées aussi. Donc ça, il y a un certain nombre de travaux également, un certain nombre de choses qui évoluent très rapidement pour avoir des algorithmes beaucoup plus performants, plus perfectionnés. Et là aussi, c'est un enjeu à la découvrabilité des œuvres, parce que c'est bien beau de les diffuser très largement, mais encore faut-il qu'elles soient vues. Et c'est aussi tout l'enjeu de la recommandation, de pouvoir les rendre plus visibles. Voilà. C'est quelques cas parmi d'autres. J'aurais pu parler de l'assistance à l'étalonnage, d'autres choses, etc. comme ça, mais bon, je pense que mon temps est parti et passé. Donc voilà, donc ça vous donne un petit peu une idée de ce qui est des cas d'usage, en tout cas qu'on a identifiés. Et donc l'étude complète avec tous ces cas d'usage, elle sera mise en ligne très prochainement. Et encore une fois, c'est une première étape, c'est un premier état des lieux. Là, en ce moment, on a lancé un sondage aussi auprès d'un certain nombre de métiers, les auteurs, les producteurs, les réalisateurs, pour véritablement mesurer le taux d'adoption de l'IA et recueillir leur perception sur l'IA. Et on sera amené à faire d'autres études, d'autres analyses, évidemment, pour suivre dans le temps tout cela, parce que tout va très vite. Merci Cécile. C'était très complet. C'est donc la fin de notre table ronde. Merci à toutes. Eh bien, on voit bien que l'IA est un outil qui est déjà très très performant, qui existe et qui est déjà concret au sein de nos métiers. C'est un outil, et là je citerai le syndicat, qui est une opportunité réelle pour notre filière. Me revoilou. Donc l'IA est une opportunité réelle pour notre filière dès lors qu'elle reste un outil sous contrôle humain et qu'elle est encadrée juridiquement, et c'est ce qu'on va voir avec nos autres intervenants. Il faut également connaître l'intelligence artificielle générative avant de l'utiliser. Petit sondage dans la salle d'ailleurs, qui a déjà utilisé l'IA générative? Eh bien, on va apprendre pas mal de choses, je crois, aujourd'hui. Oui. Oui, bah, si vous ne levez pas la main, on est mal là. Et on va passer, Cécile, tu parlais de métadonnées. C'est un point relativement important. Et on va en... Si, il marche. Bon, voilà. Donc les métadonnées, c'est une dimension assez importante dont la CST s'en est emparée. Baptiste, tu vas nous en parler un peu si tu veux bien. Mais oui, bien sûr, quelle transition extraordinaire. Oui. Bonjour à tous, donc, je suis Baptiste Henneman, je suis délégué général de la CST, la Commission supérieure technique de l'image et du son. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est l'une des plus anciennes et plus importantes associations de techniciens en France, avec des membres qui représentent les secteurs du tournage, de la préparation, tournage, post-production, exploitation en salle, conservation. Si vous ouvrez votre petit paquet surprise, vous aurez une lettre de la CST spéciale conservation patrimoine qui a été faite exprès pour l'événement aujourd'hui, avec 3 points absolument incroyables. Le premier point, tout à la fin, c'est une intervention de Sabrina. Pour ça, il faut absolument que vous l'encadriez dans vos bureaux. Voilà, vous pouvez l'applaudir d'ailleurs. Le deuxième point, on rappelle l'émission de la CST et le fait que la CST rédige régulièrement des recommandations techniques. Et donc au tout début de cette lettre, vous trouverez un petit rappel sur les recommandations techniques de la CST, et notamment la RT 26 et la RT 43, mais nous aurons l'occasion d'en reparler plus tard. Et puis, vous trouverez aussi au milieu de la lettre un article qui a été rédigé par l'INA sur justement des cas d'usage, d'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment dans la restauration, et le fait de pouvoir, comment dire,
permettre aux images de passer les formats d'année en année. Mais ce n'est pas exactement ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, et on va pouvoir passer à la slide suivante. À la CST, nous menons une activité de recherche et développement depuis de nombreuses années. Nous avons énormément travaillé nous travaillons beaucoup sur la standardisation des fichiers, la standardisation des données. On a beaucoup travaillé sur l'IMF application 4, vous connaissez. On travaille énormément sur le format européen, sur l'implémentation de la norme européenne, le CPP, le Cinema Preservation Package. Et au-delà de cela, nous sommes engagés depuis... Alors c'est un projet qui commence dans un projet qui s'appelle THEMS, qui est un gros projet... ah ouais, c'est la suivante, voilà, c'est ça. Qui est un gros projet avec 42 partenaires, un gros projet européen, et qui vise à créer un espace commun de métadonnées en Europe. Vous verrez ici la pertinence de l'intervention de Cécile, qui a cité France Télévisions dans les cas d'usage, et France Télévisions est membre également, fait partie des membres français de ce projet. Donc le projet commence à l'instant. Donc là, je vous parle de choses qui sont projetées. Donc l'objectif du projet, et je crois qu'on peut passer à la slide suivante, voilà. L'objectif du projet est donc de créer un espace européen dans lequel on peut échanger de façon fluide les métadonnées. Avec l'ensemble des implications que cela peut avoir. Il y a des partenaires qui sont des partenaires dans la presse, dans les médias, donc il y a différents types de métadonnées, mais en particulier, une des particularités du projet va être de questionner la nature même des métadonnées, et je le place dans les premiers exemples, dans les exemples de prise en compte de l'IA dans les métadonnées, et de pouvoir transporter dans les métadonnées de l'œuvre tout un tas d'informations qu'on n'a pas l'habitude de transporter aujourd'hui, et qui sont des informations directement liées à l'utilisation de ces œuvres dans des cas d'usage d'intelligence artificielle générative. Notamment, ça on en reparlera, une éventuelle notion d'opt-in, opt-out, c'est-à-dire je suis d'accord pour que cette œuvre soit référencée et serve à alimenter une base de données, ou je ne suis pas d'accord. C'est une notion qui est importante peut-être de propager dans les métadonnées. On réfléchit à la question de mettre dans les métadonnées de l'œuvre la projection de cette œuvre dans les espaces latents. Donc là, je vous invite à vous plonger dans les lettres de la CST pour éventuellement. Mais c'est voilà, comment cette œuvre a été transcrite dans des espaces. Ah oui, des espaces qui sont compréhensibles par les outils d'intelligence artificielle. Cette information est une information très compacte. Et qu'on peut donc placer dans les métadonnées de l'œuvre. Troisième cas, il y a aussi la possibilité d'avoir des métadonnées plus complexes. Souvent, on envisage une métadonnée comme une information texte qu'on va associer dans une petite base de données, mais on peut très bien avoir dans des métadonnées, dans un champ de métadonnées, en fait, une référence à une autre base de données, d'avoir dans un champ de métadonnées une vidéo. On peut très bien avoir peut-être un proxy de l'œuvre dans une petite vidéo, dans un champ de métadonnées, ou des métadonnées plus complexes qui sont des métadonnées qu'on aurait pu générer par IA. Donc il y a la question de questionner déjà même la nature de la métadonnée et d'aller dans des sujets plus complexes. Ensuite, on va essayer, donc on est sur un projet qui dure 3 ans et demi à peu près, 3 ans, et donc idéalement, à la fin du projet, merci beaucoup. Idéalement, à la fin du projet, on aura des briques technologiques, on l'espère, fonctionnelles. Mais, comme l'a dit Cécile, il y a également des impacts d'intelligence artificielle dans la notion de compréhension des métadonnées. En particulier, tout ce qui est traitement informatique et traitement automatisé du langage dans un univers européen multilingue, ce sont des thématiques qui sont extrêmement intéressantes d'étudier, de savoir comment on pourrait traduire fluidement des métadonnées d'une langue vers une autre, et surtout lorsque la traduction d'une langue vers une autre ne tombe pas exactement sur la façon dont la métadonnée dans la langue cible, par exemple, a été nommée. Le fait que l'utilisation de technologies d'intelligence artificielle permette à la machine d'adopter un certain niveau de compréhension va lui permettre de rechercher des métadonnées proches et de faire éventuellement des rapprochements entre métadonnées existantes.
Et effectivement, ensuite, on en a parlé, donc passer au-delà du laboratoire et à des outils d'usage professionnel, à des cas d'enrichissement et de contextualisation, extraire du contenu lui-même les informations qui lui permettront ensuite d'être référencées. Voilà, et c'est tout. Ça, c'est pas moi. Donc, merci beaucoup. Nous avons fait dans chaque lettre de la CST depuis mai de l'année dernière un article de fond sur l'IA. Une partie importante d'entre eux sont en partenariat avec l'INA. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller fouiller dans les lettres. Vous trouverez des ressources utiles. Merci beaucoup, Baptiste. J'ai juste une petite question par rapport à ce projet européen. Est-ce que les résultats, ce que ça donnera, sera partagé à tout le public ou est-ce que ça sera réservé uniquement aux membres du projet? Je te repasse le bâton. Je crois honnêtement, ça va dépendre si ça marche. Les projets européens sont des projets qui sont financés sur fonds publics et donc évidemment tous les résultats ont vocation à être partagés largement, surtout sur un projet comme celui-ci qui a vocation à créer un espace de données mutualisé. Nous, notre intérêt, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, notre intérêt est que le maximum d'acteurs participent à cet espace de données et échangent pour qu'on atteigne le plus rapidement possible ce qu'on appelle l'effet de club. Dans tout échange d'informations, il faut un nombre minimal de personnes qui participent à cette information pour que cet échange gagne de l'utilité. C'est ce qu'on appelle l'effet de club. Si on est 2 dans un club, nous 2, ça sera super sympa, mais c'est pas forcément utile aux autres. Si on est toute la salle dans le même club, on va pouvoir échanger des informations entre nous et l'utilité pour les nouveaux entrants va devenir plus importante. Donc c'est c'est essentiel qu'on puisse disséminer régulièrement les résultats du projet. Alors là, je vous le dis, pour l'instant, on est au tout début, donc c'est un peu comme Santa Barbara. On est au début d'une longue histoire. Les premières newsletters commencent à arriver, on en parle et on vous tiendra au courant, épisode après épisode. Merci pour ce teasing. Donc vous avez compris, vous pouvez rejoindre ce projet, ce très beau projet. J'ai l'impression qu'on se passe le bâton de parole comme je vais toujours au visage un film qui va devenir culte, donc un film de patrimoine, si j'ai bien compris la présentation de Sabrina. On voit que ces métadonnées sont importantes, c'est également un enjeu crucial pour les inventaires et transitions trouvées avec Christophe, également pour la préservation et la conservation des œuvres. Est-ce que, Christophe, tu vois déjà au sein d'Éclair un impact de l'IA au niveau de ton métier? Bonjour à tous. D'abord, effectivement, je vais rebondir sur les métadonnées de Baptiste. Depuis 2017, avec la RT43, on fait de la conservation numérique, puisque tous les films ont basculé en numérique. Ce qu'on conserve en numérique, en fait, c'est toute une série d'informations, dont beaucoup de métadonnées, ou des métadonnées type des petits fichiers additionnels, les sous-titres, voilà. Donc en fait, la notion de métadonnées de la conservation numérique est quelque chose qui a vocation à beaucoup enfler, pour permettre justement un certain nombre d'exploitations augmentées dans le futur. Sur la RT43, juste un petit mot, puisque Baptiste aurait pu en parler, mais nous sommes en train, et certains d'entre vous le savent, en train de réfléchir à une refonte de la RT43, en tout cas un approfondissement. L'idée sur ça, c'est qu'on va essayer de faire une première analyse, et sans dévoiler les chiffres, on voit quand même que l'efficacité de l'agrément fait que beaucoup des films, donc depuis 2015, vont être conservés, donc c'est une sorte de garantie de la conservation future, et globalement, plutôt de manière correcte, avec les fichiers qui sont des vrais fichiers faits de la recommandation RT43, et aussi, c'est peut-être un peu plus surprenant, aussi sur une période un peu plus longue que ce qui était prévu, ce qui semble dire que peut-être un allongement de la période sera finalement assez simple s'il est déjà en partie pratiqué par le métier. Mais je vous donne rendez-vous à une prochaine occasion sur ce genre de choses. Plus largement, en fait, nous, l'IA, il va d'abord avoir un impact pour nous, comme presque toutes les sociétés. C'est que nous manipulons dans nos process internes, en fait. Nous manipulons des très très gros fichiers venant de bases de données extrêmement diverses et on attend et on espère beaucoup en fait que
l'IA va nous simplifier la tâche, qui est aujourd'hui une de nos très grosses difficultés pour aider les cataloguistes à faire ces fameux inventaires et ces tris nécessaires. Ça, c'est le premier point. Et on espère beaucoup de ce genre de choses. Et on est en train de le tester. Le deuxième aspect qui est assez important, qui a été dit, c'est qu'on attend d'une manière générale de l'IA une amélioration des outils de restauration, outils que nous avons nous-mêmes et outils que nos chers confrères développent, qui va nous permettre surtout, nous, de voir nos clients, c'est-à-dire vous-même, valoriser davantage d'œuvres, peut-être des œuvres qui aujourd'hui n'étaient pas restaurées ou qui n'étaient pas accessibles, qui n'étaient pas valorisées. Je pense à des documentaires, à l'audiovisuel, à un certain nombre de choses qui vont pouvoir réémerger d'un point de vue d'exploitation. Et notre vocation, là, est plutôt en amont de tout ça. C'est vraiment très concrètement, comme vous le savez, de conserver l'intégralité des stocks, de conserver l'intégralité des magnétoscopes, des supports, des datas, des codecs, pour que, effectivement, et on le voit avec des exemples récents dont Benjamin va parler, on a besoin d'avoir encore accès à un certain nombre d'éléments. Et les dernières restaurations montrent que, quelque part, on peut aller rechercher des éléments qui n'étaient pas initialement conservés ou conservables. Donc c'est un gros travail. Dernier point, peut-être, c'est bien sûr un peu, comme ça a été évoqué, c'est toute la partie diffusion, où là, nous allons, quelque part, dans nos activités de laboratoire de diffusion, en particulier avec notre rapprochement de NetGem France, travailler sur tout ce qui va être des modes de diffusion simplifiés, qui vont nous permettre, effectivement, de contribuer à l'élargissement de la diffusion et donc de la valorisation des œuvres. Voilà. Mais c'est vrai que moi, c'est un peu mon cas. Ton temps de parole est fini. Il y a un minute. J'ai perdu le fil. Oui, l'idée, c'est qu'effectivement, si demain, les outils de diffusion permettent une valorisation plus importante, naturellement, on peut imaginer qu'un certain nombre de programmes que nous avons vont être numérisés et valorisés, et que l'IA va effectivement permettre de développer des outils sur lesquels nous travaillons, de mieux valoriser, par exemple, tout un fonds qui aujourd'hui est un peu négligé, même si on voit les grands groupes se réintéresser à leur audiovisuel, où pendant très longtemps on a entendu des gens nous dire non, au bout de 5 ans un téléfilm est rincé, et où maintenant on voit, pour des plateformes, toute une série de catalogues de fiction française remis au goût du jour, où malheureusement on n'a pas de négatif monté, mais où l'IA va peut-être nous aider demain à un upgrade ou un upscale de la vidéo. Voilà. Donc pour nous, c'est plutôt une opportunité d'élargissement de potentiel commercial des œuvres, sachant que notre métier de base reste naturellement de conserver cette masse de programmes déjà faits. On voit qu'on est très projeté sur les conservations des programmes de demain. Nous, notre métier, c'est aussi de conserver les programmes d'hier tout en permettant de les projeter demain. Voilà. Merci Christophe. Il y en a un qui utilise parmi nous beaucoup l'IA, c'est Benjamin. Benjamin, tu avais déjà présenté lors du formidable marché du film classique de Lyon comment tu avais utilisé l'intelligence artificielle avec Pathé pour la restauration d'Astérix Obélix Mission Cléopâtre, mais tu ne t'es pas arrêté là, tu fais bien plus. Est-ce que tu pourrais nous montrer en quoi l'IA a changé ton métier? Alors, tout d'abord, l'IA elle est utilisée à plusieurs titres au sein du groupe Transperfect, anciennement Eventi. Le nom a changé, mais les équipes sont toujours là. On utilise de l'IA, par exemple, pour de la vérification de fichiers, c'est-à-dire que c'est une technologie qui va nous permettre de gagner du temps pour repérer la langue d'un flux audio ou la nature d'un flux audio, une techno qui va pouvoir nous dire si on a un fichier avec un son mono, stéréo, 5 points, etc. On l'utilise également pour le text-to-speech, qui est une techno qui permet d'après convertir un texte en dialogue audio avec une base de données de voix de comédiens qui ont au préalable cédé leur voix. On fait également du voice morphing. C'est une techno qu'on a utilisée
pour le film Le règne animal, par exemple, où il y a un personnage qui mue en oiseau pendant le film, en l'occurrence Fix. Et on a, chez Transperfect, une techno qui nous a permis de morpher la voix du comédien avec le son avec des sons d'oiseaux pour arriver à la voix finale du personnage. On fait également de la traduction et des sous-titres. Alors ça, c'est sans doute la partie dont on parle le plus quand on pense à l'intelligence artificielle dans le milieu des industries audiovisuelles. Et enfin, on l'utilise partiellement pour la restauration image et son. C'est évidemment donc le cœur de l'intervention d'aujourd'hui. Je tiens à préciser que la restauration, c'est une prestation technique, mais comme le précisait Cécile, il y a évidemment une forte dimension déontologique dans tout ce qu'on fait, parce que lorsqu'on restaure un film, on n'est pas censé l'améliorer, on est censé le restituer tel qu'il était à l'époque de sa sortie, tout en devant faire le grand écart et s'adapter également au mode de diffusion qui évolue constamment. Mais il y a évidemment une attention toute particulière qui est faite lorsqu'on utilise l'IA au sein de notre laboratoire, et c'est une utilisation qui se fait systématiquement de manière concertée avec nos clients, avec les ayants droit, avec les auteurs, et qui nous permet des choses qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent. J'ai préparé des petits modules. Il y a un deuxième. Voilà, alors. Sur la restauration, il y a à peu près 5 familles de prestations qui sont touchées par l'IA. Alors il y avait de mémoire, donc il y avait l'upscale. Voilà, on fait de l'upscale. Il y a de la restauration en image, évidemment. Ça peut être utilisé très partiellement pour de l'étalonnage. Il y a également une utilisation qui peut se faire sur la restauration sonore. Et le dernier point que je voulais évoquer, la colorisation qu'on ne fait pas spécialement, mais sur laquelle on s'est amusé à faire pas mal de tests avec des nouveaux plugins. Toujours sous contrôle humain. Évidemment, voilà, ça reste vraiment un outil, l'IA pour nous, comme beaucoup d'autres, qui fait l'objet d'un paramétrage en amont par des techniciens, et qui ensuite fait l'objet surtout d'une validation et de travaux de finalisation par des techniciens également. Et ce qui fait vraiment la différence, c'est plus la qualité des techniciens que des machines. Donc je remercie Rodolphe Bertrand qui est dans la salle, qui a beaucoup travaillé sur le sujet de l'IA et dans la préparation de ces modules, et toute l'équipe aussi qui est présente aujourd'hui. Et donc voilà, il y a un premier module sur l'upscale, si on pouvait le lancer. Voilà, donc ça c'est le cas d'un film qui s'appelle Gigola de Laure Charpentier, c'est un film de 2010 qui a été tourné en numérique, en SD, et qu'on a pu upscaler en HD avec un outil qui s'appelle Topaz, et qui va nous permettre de gagner en définition, en profondeur, en détail sur les matières. Vous pouvez observer les peaux, les cheveux. On gagne, au début, on a vu un vinyle avec un texte qu'on n'arrivait pas à lire, et avec l'IA, on arrive à lire le titre du vinyle. Ce qui est intéressant avec l'IA sur la restauration, c'est qu'il y a un bon nombre de films qui ont été tournés en numérique après l'ère photochimique, et qui ont été tournés en numérique avec des technos HD ou voire 2K, et qui sont plus compliqués à restaurer que des films tournés il y a 30 ans en pellicule, parce que quand on parle d'un négatif 35 mm ou 16 mm, on peut le scanner en 4K et avoir une image, avoir du vrai 4K. En revanche, quand on parle de films tournés en numérique, les technos numériques vieillissant tellement vite, lorsqu'aujourd'hui on veut réexploiter un film en 4K en HDR, c'est plus compliqué d'être face à ce type de film. Et le logiciel Topaz a servi notamment à la restauration d'Inland Empire de Lynch. Là, c'est un extrait de Astérix Obélix Mission Cléopâtre qu'on a restauré pour Pathé, où on s'est retrouvé on a restauré le film d'après les négatifs originaux en 4K, mais il y avait des VFX qui étaient sur des cassettes DTF en HD 8 bits, et lorsqu'on les intégrait sur un scan 4K 16 bits, il y avait un énorme delta qualitatif, et il a fallu upscaler les images, c'est ce que vous venez de voir là, pour que ça puisse matcher ensuite avec les plans, ce qu'on appelle les plans bio, issus
directement du négatif en 4K. Et c'est un travail qui a été fait donc, par ce logiciel Topaz, mais qui a nécessité énormément de contrôle humain en amont et en aval, avec l'étalonneur Jérôme Bigger, le directeur de la photographie Laurent Dayan, et l'ayant droit, en l'occurrence Pathé, et Tessa Ponto, qui a supervisé les travaux. Et donc ces upscales, on les a surtout fait sur tout ce qui était, sur tous les plans matte painting. Là, vous avez par exemple un plan, ce qu'on appelle un plan bio issu du négatif 4K. On passe sur un plan qui était initialement en HD 8 bits, qu'on a dû repasser en 4K 16 bits grâce à l'intelligence artificielle. Celui-là également a été upscalé. Et là, on revient sur un plan bio 4K. Et on se rend compte qu'on a un résultat beaucoup plus harmonieux. Alors là, il y avait du son sur le dernier extrait, mais c'était histoire d'écouter un peu Jamel. Mais voilà, le but, c'est évidemment d'avoir un résultat qui soit cohérent, qui soit harmonieux et que tous les plans s'enchaînent de manière fluide sans qu'on puisse sentir une différence qualitative. Alors là, on est sur un deuxième cas d'école et l'aide de l'intelligence artificielle est assez importante. C'est sur le cas d'un film, en l'occurrence L'Exorciste, où on avait des sous-titres burnés et pas de fond neutre qui existe. Et on a dû se servir d'un outil HSArt qui s'appelle Deep in Paint, qui permet d'effacer des sous-titres par l'IA. Alors en fonction des plans, c'est plus ou moins glorieux. Ce qu'on vous montre, c'est vraiment le résultat brut de la manipulation sans intervention humaine derrière. C'est vraiment pour vous montrer ce que l'IA peut faire, sans intervention humaine après. Le début du film se passe en Irak, il y a des dialogues en arabe, et il y a ces sous-titres anglais qu'il s'agissait de retirer pour pouvoir mettre à la place des sous-titres français ou d'autres langues. Et en fonction des plans, on voit que le résultat marche plus ou moins bien. Voilà, sur ce plan-là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a du mouvement, il y a un panneau, il y a un zoom, et vous voyez qu'on voit vraiment la trace de l'intervention. Sachant que c'est encore une fois, c'est un résultat brut. Là, on est sur un autre cas de figure, c'est le fameux poêle caméra, c'est un peu la star des défauts de restauration, celui qui fait l'objet des débats les plus houleux sur le fait de le retirer ou pas, pour des raisons déontologiques ou budgétaires. Donc là, on a en l'occurrence le plugin Deep in Paint qui a agi de manière automatisée, sans intervention humaine. Là, il y a une première intervention sur la texture. Donc je parle évidemment du poil qui est en bas de l'image. Le film, c'est Mouna ou le rêve d'un artiste qu'on a restauré pour la Cinémathèque Afrique. Et là, il y a une intervention IA plus palette où on a pu retirer ce poil disgracieux de manière beaucoup plus rapide qu'on l'aurait fait en temps normal. Là, on a également un poil à gauche sur les deux Anglaises et le continent, qui va être traité par Deep in Paint, donc ce fameux plugin de diamant. Et là, on se rend compte que quand l'IA est bien contrôlée, ça peut effectivement faire gagner du temps et de l'argent. Le troisième module, c'est un module sur le son. Là, ce qu'on vous présente, c'est un plugin qui va permettre de détecter les dialogues, qui va pouvoir, sur la gauche, vous voyez la barre qui
C'est l'inverse du text-to-speech, c'est plutôt du speech-to-text. L'intelligence artificielle peut reconnaître jusqu'à 8 speakers différents et en fait va aller retranscrire tous les dialogues qui se disent. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous restaurez un film et qu'il y a un passage, un mot d'un comédien par exemple manque sur un élément, vous pouvez aller rechercher ce même mot à d'autres endroits du film de manière automatisée en tapant le mot que vous cherchez. Et l'intelligence artificielle va aller vous retrouver tous les passages du film dans lequel le mot est dit, et vous pouvez ensuite faire une sorte de copier-coller du mot, évidemment en le retravaillant, pour insérer l'endroit qui est défectueux. Personne, je fais ce que je veux, moi, d'une manière. C'est ça pour doubler. Je peux te mettre en boucle, c'est ça? Je te dis seulement ceci. Au lieu de déguer les gonzesses, garde devant toi. Un jour, ça finira mal. T'écraseras un mec. Non, en écrasant un mec, je le ferai manger mon père. Lui, c'était un piéton. Quelque chose que je sais faire, hein, c'est conduire une bagnole. Pour ça, je ne ferai personne. Je fais ce que je veux, moi, d'une manière. C'est ça pour doubler. Je peux te mettre en boucle, c'est ça? Je te dis seulement ceci. Au lieu de déguer les gonzesses, garde devant toi. Un jour, ça finira mal. T'écraseras un mec. Non, en écrasant un mec, je le ferai manger mon père. Lui, c'était un piéton. C'est une chose que je sais faire, hein, c'est conduire une bagnole. Pour ça, je ne ferai personne. Je fais ce que je veux, moi, d'une manière. C'est ça pour doubler. Je peux te mettre en boucle, c'est ça? Je te dis seulement ceci. Au lieu de déguer les gonzesses, garde devant toi. Un jour, ça finira mal. T'écraseras un mec. Non, en écrasant un mec, je le ferai manger mon père. Lui, c'était un piéton. Elle s'appelait Françoise, et son appelait Framboise. Une idée de l'adjudant qu'elle avait très peu pourtant exposé. Et n'était pas mal de long, elle avait un autre nom, et puis d'abord pas question de lui prendre le menton. D'ailleurs, elle était identique, qu'elle Avalie et Framboise, sont les mamelles du destin. Entre dans le Maine-et-Loire, offrir de conseils en poire. Il y a un institut d'Angers qui opère sans danger, les plus jeunes aux plus âgés, on peut presque tout changer. Exister ce qu'on ne peut pas, quelle avalie, et Framboise sont les mamelles du destin. Davantage, et si je quand elle revint avec ses serrants angevins, je vois 10, permets donc que je lui dise, cette poitrine angevine, mais elle m'a échappé, a pris du champ dans le pré, et je n'ai pas couru après, je ne voulais pas attraper, une angevine de poitrine, moralité, avalie et mamelle, sur les framboises du destin. Elle peut avoir plusieurs fonctions. La première, ça peut être de mettre en avant des dialogues qui sont complètement étouffés et inintelligibles. La seconde, ça va être aussi de pouvoir, d'après une piste mixée, arriver à recréer une VI et à extraire les voix d'un film pour pouvoir créer une VI, parce que ça arrive souvent que sur des films anciens, les VI n'existent pas, et ça peut potentiellement empêcher des ventes télé de ne pas pouvoir livrer de VI. Et aujourd'hui, avec les développements de l'IA, c'est quelque chose qui va pouvoir se faire de manière de plus en plus efficace. Et enfin, il y a plein d'autres utilisations, mais potentiellement aussi, on a déjà eu des demandes pour des ciné-concerts, par exemple, de recherche de pistes de mix de films sans les musiques, pour pouvoir les jouer en live. Et ce genre de techno va pouvoir permettre ça. Bah écoute, ça va dépendre de la complexité du film et du temps qu'on y passe, mais on est autour de ça reste abordable. Bien sûr, toujours. On trouve toujours des solutions, vous nous connaissez.
Non, ça reste à des coûts abordables, et c'est des coûts qui vont en plus, pour le coup, baisser, parce que les technos sont de plus en plus efficaces. Merci. Tu peux continuer, nous on arrête. En fait, tu aurais pu restaurer le Napoléon d'Abel Gance en une semaine, quasiment. Alors, encore une fois, c'est vraiment qu'un outil, et voilà, ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas beaucoup de travail pour les techniciens. Justement, en termes de gain de temps, est-ce que c'est si conséquent que ça, ou est-ce que cette supervision, cet accompagnement, ça crée un... Pour l'instant, on l'utilise sur la restauration, ça reste une utilisation qui est très partielle et qui fait gagner du temps, mais qui n'est pas révolutionnaire non plus. Donc, effectivement, on va gagner un peu de temps, mais c'est pas encore. Il y a beaucoup de fantasmes sur la restauration où on a l'impression. C'est vrai que parfois on voit des vidéos sur Internet où on a l'impression qu'en 2 clics, on a restauré un film, mais en pratique, c'est pas le cas, et malgré tous les outils qu'on a, on peut encore passer des centaines d'heures à la palette graphique, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de choses qui se font par l'humain. C'est plus sur des prestations sans réelle valeur ajoutée que ça peut effectivement aider et faire gagner du temps. Notamment sur de grands fonds, là, on pourrait utiliser à grande échelle l'intelligence artificielle. Sur de grands fonds pour des fonds de numérisation. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. La VI sur les œuvres de fiction qui à une époque n'avaient pas fait de VI et qui n'ont qu'une VF mixée. C'est vrai qu'en termes là, il y a des groupes qui ont des stocks de fiction télé où, à une époque, pour des raisons de post-production et d'économie, on faisait en fait une mixion VF directe et on faisait pas de VI. C'est vrai que si on arrive à avoir des VI sur certaines séries de fiction, ça peut avoir un fort impact. Après, c'est la question, parce que je posais un peu vache, du coup, parce qu'effectivement, c'est cette question-là, mais si les choses se jouent, ça peut être très important pour des fonds fiction. Après, sur la VI, le résultat, il n'est pas encore... les technos, elles sont avancées, mais elles sont loin d'être parfaites, et malgré tous les algorithmes et les technos qui existent, après, il y a beaucoup de travail manuel à faire sur le son issu de cette isolation des pistes pour avoir un résultat qui soit clean et broadcast. Ah, exactement. Mais on arrive, ça progresse tellement vite que c'est quand même impressionnant. Alors, merci beaucoup. On a parlé de cas concrets, mais il y a également une juridiction, une législation qui est en train de se mettre en place. La SACD, il prend une part active. Notamment, on parlait beaucoup d'opt-in, opt-out. La SACD est en train d'instaurer et de proposer une clause. Isabelle, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi elle consiste, s'il te plaît? Alors, je ne suis pas sûre d'être obligée de présenter la SACD. Je pense que tout le monde connaît. Donc, sondage, qui connaît la SACD? C'est bon. Bon, c'est le point de vue des auteurs, là. Donc, nous, on a réfléchi d'abord, de notre point de vue, comme étant le premier maillon de cette fameuse chaîne de valeur dont tu as parlé, c'est-à-dire, au départ, il y a une création quand même humaine. L'idée, c'était justement de préserver et de réaffirmer le droit des auteurs face à toute cette technologie. Et d'ailleurs, j'avais une question pour vous. Vous faites intervenir des auteurs pour revoir le travail final ou pas? Après, là, ce que j'ai montré, encore une fois, les images que je vous ai montrées, c'est vraiment des tests, c'est pas forcément des choses qui ont été exploitées et validées. On a pris le film, on a travaillé avec les outils pour voir ce que ça donnait, mais bien entendu que tout ce qu'on fait se fait sous la validation de nos clients et des auteurs. On ne se permet pas d'aller... Surtout en restauration, c'est ce que je disais au début de mon intervention, il y a une partie déontologique et éthique sur laquelle on est extrêmement attentif. Donc on fait rien sans validation de... D'accord, parce que juste, je rappelle le droit moral, pour ceux qui l'oublieraient, c'est effectivement, au final, tout ce qu'on fait comme évidemment, les auteurs sont tout à fait d'accord pour que les œuvres soient améliorées, puissent être revues, pour que les jeunes puissent voir les œuvres dans des bonnes conditions, en salle notamment, et on est évidemment
très sensibles, les auteurs sont très sensibles quand un film est réexploité en salle et que tout est fait pour qu'il puisse être revu. Maintenant, effectivement, tout le processus de restauration, c'est un peu comme la chirurgie esthétique, c'est-à-dire qu'il faut, dans certains cas, en faire un peu, mais quand il y en a trop, bah, c'est quand même juste affreux, quoi. Donc, il faut effectivement que les créateurs donnent leur avis et mettent un peu des garde-fous par rapport à l'utilisation d'un certain nombre de techniques. Donc ça, c'est par rapport à la restauration. L'autre garde-fou auquel nous, on a pensé, c'est tout ce qui est utilisation des œuvres préexistantes dans ce qu'on appelle toutes les intelligences artificielles génératives. C'est-à-dire aller chercher des éléments d'œuvre, les mixer les unes avec les autres sans savoir d'ailleurs d'où ces éléments viennent, avec quoi on les a mixés pour en faire d'autres œuvres, sans qu'on puisse à aucun moment tracer quelles sont les œuvres, savoir qu'est-ce qui a été utilisé et surtout comment les auteurs sont rémunérés. Et c'est la raison pour laquelle, il y a presque un an maintenant, on a commencé à réfléchir à des clauses dans nos contrats intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que on est le premier maillon de la chaîne de valeur et on s'est dit autant que ce soit ce maillon-là qui commence à sécuriser toute la chaîne. Et la réflexion qu'on a eue, c'est si nous on commence à mettre des garde-fous en imposant nos garde-fous à la suite de la chaîne de valeur, c'est-à-dire dans le contrat entre l'auteur et le producteur, on avait l'immense espérance qu'ensuite les producteurs puissent imposer ces garde-fous-là aux autres exploitants. Et ça, c'était bien avant que on commence à voir émerger un certain nombre de régulations ou début de régulation au niveau européen. Et ça, Juliette en parlera tout à l'heure. Je ne vais pas en parler, c'est vraiment plus sa partie que la mienne. Donc le point de départ, nous, du côté des auteurs, c'était ça. C'était sécuriser ce premier maillon pour pas qu'on fasse n'importe quoi, d'abord d'un point de vue du respect des œuvres, et puis surtout qu'à un moment donné, à partir du moment où on utilise une œuvre, que les auteurs soient rémunérés. Et c'est bien le problème. Donc on avait ce double problème de transparence et de rémunération, qui a fait qu'on a pensé à des clauses dans les contrats, enfin une clause qui, je sais, est très critiquée. Mais c'est une clause qu'on a pensée au départ comme réellement une clause un peu pour attirer l'attention et surtout qui était faite pour faire réagir et qu'on en discute. Voilà. Et d'ailleurs, on est en train de discuter avec un certain nombre d'interlocuteurs de la modification de ces clauses pour adapter. Pourquoi ? Parce que aussi, depuis qu'on a rédigé cette clause, il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place. Donc nous, on est tout à fait ouverts pour discuter de solutions qui permettent à tout le monde, à un moment donné, d'être sécure avec ce qu'on voit arriver sur les intelligences artificielles, et notamment un certain nombre de réglementations européennes et puis après nationales. Mais c'était vraiment ça au départ, ce qui nous avait un petit peu occupé, c'était de mettre en place cette prévention-là. Voilà. Donc effectivement, on a été assez complet, assez dur. Il y a un certain nombre d'utilisations dans la clause qui sont soumises à l'autorisation préalable des auteurs, et puis d'autres, on demande aux producteurs d'informer les auteurs. Donc il y a vraiment ce double régime où parfois il faut une autorisation préalable des auteurs, et puis dans d'autres cas, il faut simplement préalablement informer l'auteur d'un certain nombre de choses. Voilà, ça c'est ce qui était notre logique au moment où on a rédigé cette clause. Voilà, après on peut la moduler, on peut trouver d'autres choses, et voilà. Mais vraiment, le point de départ, c'était ça, c'était de dire, c'est le premier maillon de la chaîne qui doit imposer ses règles. Je vais fermer 10 000 pas. Merci beaucoup. Et je voyais que...
Après, juste c'est juste que aussi nous, on représente des auteurs, et particulièrement dans les films de patrimoine, il y a beaucoup de catalogues présents ici, qui savent très bien qu'on représente des gens, leur parler de métadonnées, de choses comme ça c'est pas la peine. D'accord ? C'est vraiment des successions d'auteurs qui sont vraiment très très loin, notamment de tout le monde technique voilà, qui est présent sur cette table ronde. Et donc on a aussi cette difficulté-là, parce qu'on représente cette population-là aussi. Voilà. Donc nous, on est un peu, voilà, on sait qu'il faut on a parfaitement conscience des enjeux de l'intelligence artificielle, les bons côtés, les moins bons côtés. Mais par ailleurs, on est aussi pour certains auteurs qu'on représente, c'est pas la peine de leur parler d'intelligence artificielle, de métadonnées, voilà, c'est. Après, c'est effectivement notre rôle d'interpréter et de garantir. Nous, un des cas particuliers qui nous interpelle beaucoup, c'est lorsque les catalogues changent de main et qu'il peut y avoir un changement de stratégie. Notamment vis-à-vis de l'enrichissement d'une base de données. C'est facile d'entrer dans une base de données, mais on a l'air de... Enfin, là, dans les différents entretiens qu'on a et les gens qu'on interroge, les bases de données d'IA générative, c'est des bases de données qui en fait interconnectent leurs éléments les uns avec les autres. Donc la question de comment est-ce qu'on sort un élément de cette base de données et qu'on fait désapprendre la base de données, c'est une question qui n'est pas aussi évidente que ça. On peut demander à l'outil de ne plus citer un auteur, de ne plus, lorsqu'on va faire une requête directe, voilà, on va parler au hasard Spielberg. Bon, on ne parle plus de Spielberg, donc si on demande Spielberg, ça ne sort rien. Par contre, tout ce qui va ressembler à Spielberg et tout ce que la base de données aura appris grâce aux films de Spielberg qui auraient été préalablement entrés dans la base de données, comment est-ce qu'on s'assure que c'est des appris et ça n'a en fait, c'est comme si ça n'avait jamais été là. C'est un cas particulier qui nous interpelle beaucoup pour l'instant, en ce moment. Je voyais que Juliette prenait frénétiquement des notes au fur et à mesure que Isabelle parlait de la clause. Quelle est ta réaction, Juliette, par rapport à cette clause ? C'était une prise de note théâtrale, c'était pour mettre un peu de tension. C'est réussi. Ça a marché, je vois, c'est magnifique. Bonjour, merci beaucoup de m'inviter. Et je suis donc Juliette Prissard, je représente l'organisation des producteurs français à Bruxelles. Et mes choix après toute cette présentation fort intéressante, j'ai appris beaucoup de choses et c'était très non seulement intéressant mais divertissant donc de parler de choses parfaitement ennuyeuses et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Je vais essayer de rendre ça un peu rigolo, mais enfin ça va être un peu, en tout cas facile à comprendre. Alors, le texte, on m'a demandé de parler du texte règlement intelligence artificielle. C'est un texte qui est en vrai mis sur la table bien avant, depuis fort longtemps, et bien avant que l'intelligence artificielle soit connue du grand public. Non pas qu'il n'existe pas, mais connue du grand public. C'était un texte dit texte produit par la Commission européenne, et donc en fait, il avait pour objet de gérer le risque. Donc, c'était intelligence artificielle très risquée, interdite, pas trop risquée, donc on en parle, on dit qu'il existe, ou on n'en parle pas du tout. Bon, en gros, il y avait une sorte de gradation comme ça. Bon. Et puis, finalement, nous, de côté audiovisuel et puis film, on se disait, bah, finalement, ça ne nous regarde pas trop. Moi, j'avais passé 2-3 amendements. Enfin, j'avais obtenu l'accord de certains parlementaires de passer quelques amendements concernant l'output. Donc les images qui étaient générées, et on parlait beaucoup à l'époque des deepfakes. Et donc oui, quid des deepfakes ? Est-ce que les deepfakes doivent être labellisés et estampillés comme étant bien des deepfakes ? Et donc moi j'avais ajouté la notion de texte. Donc en disant, mais dans les deepfakes, il n'y a pas que les images, il y a aussi les textes. Et donc notamment j'avais en tête cette idée que j'avais que les streamers, donc à Bruxelles on dit streamers, à Paris aussi, ok. Donc les streamers, eh ben, ils font des films à travers des grosses bases de données de scénarii, et puis ils font des deepfakes de ces scénarii, et ben donc je voulais que ça rentre dans la définition des deepfakes. On en était là. Et d'ailleurs, j'avais eu la chance que ce soit repris.
Après, j'ai eu quelques adversaires sur cette idée, je ne dirai pas de qui, mais j'ai eu quelques adversaires. Bon, alors, ça, c'était la première partie, on va dire acte 1, acte 2, novembre 2020, me semble-t-il. L'IA générative sort, donc étonnement, stupéfaction générale. Et là, en fait, tout le monde se pose un peu la question de mais où diantre allons pouvoir nous mettre quelque chose qui va nous sauver de ce guêpier, nous, le secteur du visuel, où finalement, on va être super impacté par ce truc-là. Tout le monde sentait quand même qu'il y avait quand même quelque chose à faire assez fissa. Et donc là, il y a des parlementaires qui se sont saisis du sujet et qui ont fait des propositions en disant bon ben voilà, l'IA générative quand même c'est un peu plus qu'un produit à risque hein, quand même, bon. Et donc c'est quand même quelque chose que l'on doit réglementer ab initio et on doit demander à OpenAI et compagnie de respecter le droit d'auteur. Bon. Et il y a eu des clauses assez quand même courageuses hein, de la part des parlementaires qui ont été votées d'ailleurs en plénière, enfin donc par les parlementaires, par le Parlement, mais le Conseil ne l'a pas entendu de cette oreille et il y a eu des, on va dire, des corrections et notamment émanant de Bercy, j'en suis pas particulièrement fière, je dirais. La France ne nous a pas beaucoup défendus dans ce dossier, voire même a été complètement contre nous, enfin pas la France, mais en tout cas Bercy et l'Élysée, et ont voulu gommer en fait les protections du droit d'auteur. Alors de quoi s'agit-il exactement? Au final, dans le texte qui est arrivé à la fin, on s'est battu, on a fait des lettres communes avec la SSCT, avec tout le monde, avec sûrement vous, plein de gens qui êtes dans la salle, on a tous signé des lettres pour dire c'est important le droit d'auteur, tout ça. Bon. Et qu'est-ce qui au final reste dans ce texte et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Parce que les prochaines fenêtres, on va en parler après, mais en tout cas sur la première fenêtre, là, telle que c'est actuellement. Bon, alors, actuellement, on dit quoi? On dit que pour l'entraînement de la machine, je dis la machine parce que je trouve ça pratique, là, pour l'entraînement de la machine, on est dans un champ qui dit que le champ sur lequel doivent s'appliquer les règles de droit d'auteur, c'est les GPI systems, donc les systèmes d'intelligence artificielle générative. Alors, pas ceux qui sont en période d'entraînement. Donc déjà, c'est une petite exclusion. Bon, c'est après, une fois que c'est mis sur le marché, seulement. Donc toute la période où ils s'entraînent, là, en fait, en gros, il n'y a pas de respect des droits d'auteur, on s'entraîne. Toute la période où ils aspirent. Toute la période où ils aspirent. Et alors, du coup, ça pose la question de monsieur, hein, qui est de dire finalement, alors après, ils sont censés respecter le droit d'auteur, mais s'il n'y a plus les infos, comment on va faire? On va faire un procès, je pense. Du coup, un procès, ça va être un peu compliqué, mais c'est ça. Bon. Et donc ça, c'est un petit bémol qui n'est pas petit. Hein. Alors, c'est sûr que dans la rédaction, il est dit que les données de pré-entraînement devront faire l'objet de la transparence. Mais alors, du coup, de quelle transparence on parle? On parle, vous en avez tous entendu parler parce que c'est devenu presque un gimmick maintenant, c'est un running gag. Donc en fait, c'est le détail, justement pas le détail, le résumé suffisamment détaillé des données qui ont été utilisées pour entraîner la machine. Comprenne qui veut. Débrouillez-vous. Et puis alors on rajoute à ça qu'il ne faut pas que ce soit contre le trade secret, le secret d'affaires et les informations confidentielles. Donc en fait on garde toute la longueur, on coupe tout en gardant la longueur. On se débrouille, on se débrouille. Voilà. Alors ensuite, il faut que ce soit une machine à multi-usage mise sur le marché qui utilise une masse de données. Ce qui veut dire que l'utilisation sectorielle est hors secteur. Donc là, c'est-à-dire que vous avez la machine de base. Alors elle est bonne ou elle n'est pas bonne, elle est voilà. Mais une fois que vous le faites spécial pour la CS, pas pour Éclair, là on n'est plus dans le champ. Donc, faut bien avoir. Donc il faut avoir en amont en fait. Mais après du coup, quid de tout l'enrichissement au fur et à mesure, parce que la machine elle s'entraîne sur toutes les données avec lesquelles elle travaille. Donc du coup, lorsqu'il y a un travail spécial qui est fait pour un usage spécial par et pour Éclair, est-ce qu'on est dans le champ? Non. Bon, alors, donc déjà sur le champ, bon, on n'est pas hyper satisfait. Sur le résumé suffisamment détaillé, bon, on se trouve que on risque d'avoir 2-3 difficultés à le mettre en place. Alors, qui est-ce qui va mettre en place finalement ce formulaire type, on va dire ça comme ça, du résumé suffisamment détaillé? Ça s'appelle en langage du texte le template. Donc ce template, en fait, c'est la commission qui va le sortir. Mais alors nous, on essaye d'impulser, donc on travaille, tout ça. Et on a fait une belle lettre, quelques-uns d'entre vous ont signé sûrement, puis il y a plein d'un, en disant il faut que le gouvernement français s'empare de ce sujet. Et on a demandé à Madame Dati de faire diligence, de faire notre plaidoyer. Et je pense qu'elle l'a fait, puisqu'il devrait y avoir, bon, en tout cas, une mission CSPLA qui devrait sortir bientôt. Et on espère
Et ça, c'est la deuxième chose sur laquelle on va s'attaquer, c'est obtenir qu'on ait des gens qui s'y connaissent un tout petit peu en droit d'auteur dans les différentes instances au niveau européen, et qu'on n'ait pas que des gens de la tech, de l'innovation, des start-upers, tout ça, parce que sinon, on risque d'être un peu oublié. Voilà, bon. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre enfin maintenant, ça c'est pour la transparence. Mais après, le problème, c'est que on a dans la disposition, alors là dans un autre texte qui est la directive droit d'auteur, la possibilité à l'article 4, enfin on s'en fiche, de dire que on peut demander à la machine de ne pas s'entraîner sur nos données. Donc c'est ce qu'on appelle l'output, dont vous avez tous entendu parler. Et à partir de là, si on dit bah, tu n'as pas le droit de t'entraîner sur mes données, je suis détenteur d'un catalogue, Pathé, je ne veux pas, ou je suis la SACD, je ne veux pas, alors à ce moment-là, je peux aller voir OpenAI ou autre et dire si tu veux t'entraîner sur mes données, alors à ce moment-là, combien tu me donnes? On négocie. Donc il y a eu des deals qui ont été passés, vous en avez entendu parler, donc avec Le Monde, avec Axel Springer, avec d'autres. On n'en connaît pas la teneur, et en vrai, pour l'instant, c'est très embryonnaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comment ça se passe, bon, comment ça se passe pour faire l'opt-out, et donc on a quand même déjà tout un sujet technique. Le texte dit Machine Readable System, donc en fait un système qui peut être lisible par la machine, et donc là, on arrive tout de suite au projet TEMS. D'ailleurs, la ProCirep, membre d'Eurocinéma, en fait partie, et nous, on est à fond pour, on trouve ça super important. Il faut absolument qu'on ait un système audiovisuel qui fonctionne avec des métadonnées renseignées, interopérables, un numéro d'identification interopérable, que tout le monde est le même pour pouvoir faire cet opt-out. Sinon, il n'y aura pas d'opt-out, sinon donc il n'y aura pas d'argent, puis il n'y aura pas, ni même sans parler d'argent, si on ne veut pas qu'elle soit exploitée tout court, il n'y aura pas d'opt-out. Donc en fait, TEMS travaille sur ce projet, et en fait c'est aussi une réappropriation de notre destin, puisque par ailleurs ça se télescope avec l'autre sujet qui est l'accès aux ayants droit aux données, en général, de la part des streamers, puisqu'on n'a pas accès à ces données, en général pour les audiences par exemple, et on les demande depuis longtemps, et on n'y parvient pas. Et donc ce projet européen de données, d'espace de données est essentiel, parce que c'est la façon pour le secteur de se réapproprier l'accès aux données et de ne pas être hors jeu. Voilà. Après, je terminerai en disant, par rapport à cette histoire de clause SACD, qu'effectivement, nous, on comprend la logique. On dit simplement que la clause, elle demande une responsabilité des producteurs. Or, nous, on n'a pas l'information. La preuve, c'est qu'en fait, c'est pas transparent. Donc aujourd'hui, on signe des trucs, on signe comme des chèques en blanc. On dit, bah voilà, bah nous, on s'engage à ce que. Pour l'instant, aujourd'hui, enfin, vous voyez bien qu'on sait pas comment ça. C'est super, encore, c'est super flou. Donc là, par exemple, en ce moment, on en est à appeler des ingénieurs du CNRS en informatique pour leur dire, est-ce que tu peux me filer un coup de main, parce que je suis pas sûr de bien comprendre. Parce que c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je suis juriste, hein, donc je vais dire un template, je ne sais pas ce que c'est, puis ni même un model card, et encore moins un GPI. Enfin, je veux dire, tout le monde parle de trucs de façon très floue. Et donc, on a quand même besoin d'experts. Donc, on est tous en train de naviguer dans un monde nouveau, et dont on n'a pas la maîtrise. Et moi, en tant que juriste, j'aime bien avoir la maîtrise quand je m'engage. Voilà. Après, c'est effectivement C'est effectivement un monde nouveau, mais il y a quand même encore des choses qui parlent à tout le monde. Quand on parle de rémunération pour l'utilisation d'une œuvre qui a été créée par un être humain, je pense que ça parle encore à tout le monde. Et j'ai beaucoup aimé les différentes interventions techniques qui rappellent le rôle de l'humain. Et moi, ça me tranquillise de voir que plein de sociétés qui travaillent sur les aspects techniques de nos métiers continuent à dire, mais finalement, au final, celui qui va décider, c'est l'œil humain. Voilà, donc il faut juste aussi, dans cette espèce de... On est noyé par la technologie, mais par moments, on peut aussi continuer à se raccrocher à des concepts tout simplement qui font notre humanité, quoi. On a travaillé, on est rémunéré pour le travail, et on est rémunéré pour l'exploitation des œuvres et l'utilisation des œuvres. Et évidemment, derrière, ça veut dire transparence, et on est tous concernés par cette transparence et la remontée de recettes vers l'origine.
c'est un peu ce qui ressort de toutes vos interventions. Il y a le mot transparence et il y a le mot aussi rémunération, monétisation. C'est une question assez simple mais à la fois compliquée. Comment l'intelligence artificielle peut-elle être un vecteur de monétisation pour le patrimoine? Vous avez 3 heures. En fait, ça va... il n'y a pas de réponse absolue, hein, parce que il y a un premier élément, c'est un élément que tu as cité, c'est la question déjà de l'identification des œuvres, qui est une question qui ne fait pas forcément appel à l'intelligence artificielle, puisque nous avons des référentiels avec des numéros d'identification. La CST, la ProCirep, nous sommes les fervents promoteurs du numéro ISAN, qui est un numéro européen, un numéro normalisé. Et chaque œuvre immatriculée peut être reconnue, identifiée avec un set minimal de métadonnées qui est fourni, et s'il est rempli correctement, va permettre d'identifier l'œuvre de façon unique. Et puis surtout, l'intérêt de l'ISAN, sa richesse et sa profondeur, c'est d'identifier l'œuvre et ses différentes versions. Que ce soit, par exemple, l'œuvre version courte, version longue, l'œuvre en 2D, en 3D relief, l'œuvre en français, en anglais, en allemand, sous-titrée, souris, malentendant. Toutes les manifestations de l'œuvre peuvent être identifiées par des versions différentes du numéro ISAN. Et dans la mesure où les outils d'intelligence artificielle vont nous permettre d'analyser facilement quelle est la langue, quelle est la durée réelle, si l'œuvre a été, par exemple, accélérée ou ralentie, on va pouvoir reconnaître si le timbre de la voix d'un acteur est plus aigu que ce qui devrait être. J'imagine complètement, hein, là on est dans le fantasme. Mais typiquement, ce sont des choses qui s'appuient sur des cas d'usage qu'on a vus aujourd'hui. Voilà, vous avez un film qui dure 1h22, dans lequel les acteurs ont 2 tons au-dessus de leur voix normale dans l'ensemble des films. On va peut-être comparer à un film qui dure 1h44 et se rendre compte que, ben oui, finalement, ça c'est le bon film. Donc les outils d'intelligence artificielle vont probablement être des accélérateurs dans l'identification et dans la restauration de métadonnées qui peuvent être manquantes, qui permettraient l'identification unique et irréfutable des œuvres, permettant ensuite la rémunération des ayants droit. Cécile, est-ce que dans l'étude de Bearing Point, il y a eu justement des cas qui montraient d'ores et déjà une possibilité de monétisation de l'utilisation? Alors, il y avait un cas d'usage, mais qui est au tout début et surtout utilisé aux États-Unis, qui était le placement de produits. Avec l'IA, vous pouvez faire un placement de produit personnalisé en fonction du marché, où ce ne sera pas le même produit qui sera incrusté dans l'image. Donc ça ouvre d'autres possibilités de monétisation assez fortes, mais évidemment pour l'instant ça n'a concerné qu'une poignée de blockbusters. Donc il y a effectivement des nouvelles opportunités de monétisation. Et puis tout à l'heure quand je parlais du clipping aussi, c'est aussi une opportunité de monétisation très importante. Encore une fois, on en est qu'au début, mais certainement que ça arrivera, le clipping automatisé, qui permettra là aussi de revendre des extraits beaucoup plus facilement, beaucoup plus largement qu'aujourd'hui. Donc il y a et certainement d'autres choses qui n'existent pas encore, de monétisation, de potentialités de monétisation qu'on ne connaît pas encore et qui arriveront certainement également dans les mois à venir. Le placement de produits automatique, c'est quelque chose qui est utilisé dans le sport, où effectivement c'est assez simple. C'est ce que tu voulais dire? Ah non, pardon. Voilà, c'est assez simple de repérer les bannières sportives publicitaires et de les échanger. Mais c'est vrai que les outils d'intelligence vont permettre de faire ça plus vite et donc moins cher, et donc de multiplier et de ne pas réserver ces placements de produits aux grands matchs internationaux. On pourra, je ne sais pas si c'est bien, mais on pourra accéder à de la publicité du placement de produits, même pour un match de division perdue au fin fond d'une campagne. Oui, je pense que l'idée aussi de l'intelligence artificielle, c'est surtout sur la diffusion des œuvres où il va falloir qu'on travaille. C'est là où il va y avoir effectivement, d'abord en amont pour rendre les œuvres beaucoup plus disponibles, avec beaucoup plus d'informations, plus de métadonnées, et avoir des plateformes qui vont permettre de multiplier l'exploitation sur différents types de canaux, à la fois bien sûr par les extraits, puisque c'est celui auquel on pense tout de suite, mais d'autres diffusions, des niches, d'être très ciblées, de ne pas faire uniquement que, par exemple, la VOD, des ventes d'intégrales pour des diffuseurs, mais avoir des choses beaucoup plus... quelque part, toute une série de ventes ou de recettes qui aujourd'hui ne sont pas adressées parce que non rentables par les moyens classiques deviennent accessibles. C'est cette idée-là, c'est cette idée de dire faire des séances one-shot aux 4 coins du monde. En fait, quelque part, c'est un peu la promesse
enfin, je dirais, on va vers la promesse qui était initiale du numérique, qui était de dire, double tranchant, mais au début du numérique dans nos métiers, on nous disait ça va rendre disponibles les œuvres, ça va accroître la diffusion. On a vu que ça a eu un effet, les deux sont vrais, ça a eu un effet de concentration parfois des audiences, mais en même temps, ça simplifie quand même les exploitations de manière assez forte, et puis de les rendre mondiales. Donc en abaissant le coût de la livraison, le coût de la fabrication, donc un coût marginal, voire nul, de ce qui était un peu la promesse du numérique. L'IA va rajouter une couche de facilité. On augmente aussi la quantité de films possibles, justement sur la recherche d'extraits ou de l'exploitation. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que les catalogues vont approfondir ou diversifier leurs exploitations sur des choses qui n'étaient pas initialement pensées, parce que non rentables. En fait, quelque part, il y a des petites ventes à certaines chaînes ou certains trucs pour une séance unique qui n'étaient pas faites parce que trop compliqué, un contrat. Voilà. Ce type de vente demain devrait être possible par ces plateformes. Voilà. Et on peut vraiment parler de monétisation, de valorisation accrue des catalogues. Merci pour ces explications. Je vais conclure avant de passer la parole à la salle pour une petite séance de questions-réponses. On parle beaucoup en ce moment de France 2030. Si on devait imaginer patrimoine 2030 avec l'IA, ça serait quoi pour vous? C'est une petite question, Madame Nirma, mais comment vos métiers évolueraient? On donne plein d'argent à tous les gens qui sont ici, et puis on s'en sort. Hein. Et quel impact de l'IA, justement, sur ce marché? Peut-être Benjamin? Cadeau. C'est la question la plus simple. Non, je pense que l'IA, dans ces perspectives, va potentiellement permettre à des endroits de restaurer des films qui, pour des raisons techniques, ne pouvaient pas l'être jusqu'à présent, et avec potentiellement de nouveaux outils à venir, arriver à rendre exploitables des films qui ne le sont pas du tout pour des d'éléments trop dégradés. Ça peut faire partie des perspectives de l'IA. Permettre aux ayants droit de restaurer des films à des coûts plus bas qu'auparavant. Si ça, là, je me projette, on se projette plus loin, mais si on est dans un schéma d'économie, ça va potentiellement permettre à des films d'être restaurés pour des raisons de coûts plus faibles qu'auparavant. Après, sur les métiers, encore une fois, pour nous, ça reste un outil, et on met vraiment en avant plus nos techniciens que les outils qu'on utilise, et donc je pense qu'on sera toujours là dans quelques années. Voilà. Moi, je dirais, c'est aussi rendre disponible aujourd'hui une grande partie d'œuvres qui ne sont encore pas disponibles parce que non restaurées, non accessibles, sans même master vidéo, et on en a quand même, on va dire, vraiment des quantités assez importantes qui ne circulent pas, ne sont pas valorisées, qui font qu'effectivement il n'y a pas de droit d'auteur, en fait, qui sont dans nos caves, on va le dire comme ça, et qui n'attendent que de circuler, que d'être valorisées. Et il y en a quand même beaucoup en cinéma, en documentaire et dans l'énorme audiovisuel, qui reste un terrain un peu non traité quand même de notre patrimoine, on va dire audiovisuel au sens large français. Là, l'intelligence artificielle, effectivement, va nous permettre, peut-être en abaissant le coût de la restauration, mais moi je pense beaucoup plus sûrement en nous donnant les moyens ou les espoirs de recettes, qui vont faire que les ayants droit vont avoir envie effectivement de restaurer ou de mettre à jour ces œuvres pour les faire circuler. Des questions? Et c'est parti pour les 20 000 pas. Moi, c'est pas une question, c'est rajouter l'expérience d'Astérix, Benjamin. L'IA, elle n'a pas vocation à la sensibilité humaine. Et Madame Meudier, quand vous dites les droits, moi j'ai eu besoin de Laurent Dayan, j'ai eu besoin de Chabat, d'Alain Chabat pour valider ces plans qu'on avait restaurés d'après l'IA. Il faut savoir que c'est un outil qui est en apprentissage permanent et on ne restaure pas avec l'IA. Donc il y a tous les humains, il y a toute l'équipe du laboratoire Ivanti et tous les clients, tous les ayants droit. Et on n'a pas restauré d'autres films avec l'IA chez Pathé pour le moment, à part l'outil d'étalonnage qu'on a utilisé avec Jérôme Bigger sur Mes Lèvres. Ça, c'est super important de le dire, parce que l'humain, il doit faire un retour de l'IA, où c'est pas bon, où c'est bon.
on lui donne des images, mais il n'a aucune, je dis bien, aucune sensibilité de l'œil. Ça, c'est hyper important. Je te rejoins. Tout à fait. Réponse courte, efficace. Là-bas. Oui, bonjour Guylaine Gracieux. En fait, la question que je voudrais poser concerne les emprunts à des œuvres donc, de patrimoine dans les catégories attachées au droit, c'est-à-dire scénario, dialogue, adaptation, réalisation. Comment débusquer l'emprunt dans le cadre d'une nouvelle œuvre donc générée par de l'IA? Et en fait, la question précisément, c'est est-ce qu'on peut, sur une nouvelle œuvre où l'IA est intervenue, extirper une sorte d'ADN de cette création par l'IA pour savoir exactement où est-ce que l'IA a été choper les idées. Avant de parler technique, en fait, il y a un point technique, donc je vais laisser répondre, mais je voulais juste dire un truc. En fait, sur ce qu'on appelle l'output, donc la génération d'images, il y a tout un enjeu sur la labellisation. Ceci a été généré par l'IA. Et donc ça, c'est dans le texte actuellement, alors avec des bémols qui ont été poussés par, je ne dirais pas qui non plus, mais très poussés, on va dire. Donc pas tout le temps, c'est pas tout le temps clairement demandé, mais en tout cas, il y a tout un enjeu du watermarking, comme ils disent, de l'œuvre en disant ceci est une œuvre générée par l'IA. Et c'est super important. Pourquoi? Parce qu'on va devoir demain faire la différence entre les œuvres, les œuvres humaines et les contenus synthétiques, c'est-à-dire ceux qui sont complètement générés par l'IA, sachant que bien sûr il y a une gradation entre 100% humain et puis après le contenu synthétique, puisque l'intervention de l'intelligence artificielle intervient à beaucoup d'endroits, comme on l'a vu là, à cet endroit, mais que malgré tout, tant qu'il y a un contrôle humain, on reste dans une création humaine. S'il n'y a plus de contrôle humain, c'est complètement synthétique. Il faut qu'il y ait absolument, et c'est un enjeu je sais pas moi, de démocratie, hein, je le dis avec sans emphase, enfin je le pense vraiment, d'avoir cette labellisation. Voilà. Après sur l'aspect, et que probablement qu'on devra, justement pour savoir si oui ou non on a utilisé le film de Jean-Pierre Melville pour faire tel truc, et on ne pourra pas, il n'y aura qu'un juge qui pourra dire, comme dans les procès de plagiat, alors ça je considère que c'est tellement proche de l'œuvre de Jean-Pierre que voilà. Oui, c'est justement ce que rappelait Isabelle, c'est l'œil humain qui continuera à décider si l'emprunt est assez conséquent pour être monétisé par rapport à l'auteur d'origine ou pas, ou si c'est comme simplement une inspiration, comme des auteurs humains ont des inspirations. Mais est-ce qu'on peut sourcer, ma question c'est, est-ce qu'on peut sourcer exactement ce que l'IA a été prendre pour émettre l'idée? Je ne sais pas si tu te souviens, Guylaine, au dernier Festival Lumière, il y avait eu une table ronde avec notamment MacGuff, et ils avaient expliqué comment ils avaient travaillé pour recréer Jean Gabin dans Hôtel du Temps. Et en fait, moi, ce que j'en ai compris au final, c'est qu'ils avaient été chercher plein d'éléments dans plein d'images de patrimoine où il y a Jean Gabin, mais sans qu'on puisse être capable d'identifier qu'à un moment donné, il y a un bout d'oreille, les cheveux là, etc., qui a été pris dans tel ou tel film de patrimoine. Il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas d'ADN disponible. Donc c'est bien la question de la transparence et de la traçabilité, de l'utilisation d'une valeur existante pour créer une autre valeur, sans contrepartie pour les ayants droit de la première valeur. Et ça, simplement, en termes juridiques, ça s'appelle, au-delà de nos métiers de propriété intellectuelle, ça s'appelle de la concurrence déloyale aussi. Voilà. Merci. Je me posais la question de l'aide du CNC à la restauration. Alors peut-être qu'ici on n'aura pas la réponse, mais en tout cas je me pose la question. Aujourd'hui, ça s'arrête au film au 31 décembre 1999, mais on a parlé tout à l'heure de tous les films de cette époque numérique qui commence en 2000, et on sait tous qu'entre 2000 et 2010, il y a énormément de films qui vont disparaître. Et grâce à l'IA, j'imagine qu'il y a pas mal de films qui pourront être
restauré et préservé. Et est-ce que le CNC, du coup, prévoit de décaler, je sais pas, je dis de façon arbitraire, 2010, pour cette aide à la restauration, en tenant compte de l'évolution de l'IA? Parce que, sauf erreur de ma part, l'aide numérique après 2000 est destinée qu'à la VOD et à la vidéo. Alors le CNC n'est pas dans le panel, donc... Il y a Laurent qui est là, j'ai repéré. J'allais dire que j'allais passer la balle à Laurent Cormier, directeur du patrimoine. Non, Cécile, tu peux répondre, pas de souci. Oui, merci de la question. On avait dit qu'on le ferait, on en a parlé au dernier Festival Lumière, si ma mémoire est bonne. Donc c'est quelque chose qui est à l'étude. On voudrait juste avoir, ça c'est le syndicat justement qui doit nous faire un retour là-dessus, un peu une évaluation des volumes que vous envisagez sur le sujet, pour pouvoir chiffrer les choses. Mais oui, l'idée était bien d'étendre le régime du court-métrage au long-métrage de la même façon, mais c'est pas lié du tout à l'IA. Voilà, c'est parce que c'est intéressant de le faire. On sait qu'il y a des sujets techniques particuliers sur les films de cette génération-là, et IA ou pas, de toute façon, voilà, on avait bien envisagé d'étendre le régime du court au long-métrage sur la période 2000-2010. Oui. Mais pour ça, on aurait besoin, Sabrina, je ne la vois plus, qu'il y ait un peu une évaluation des volumes, voilà, une évaluation des volumes concernés. Ça serait utile pour chiffrer. Voilà. On a droit à une dernière question? Oui, une dernière question. On va faire ça aux ventes aux enchères. Alors. Eh ben, ça a été très clair, on dirait. Pas de questions? Eh ben, merci à toutes et à tous pour cette très belle conférence.